bienvenue à ceux que j'ai pas pu saluer en entrant. Bonne année. Je le dis tout de suite parce qu'après j'oublie. Le mois de janvier, c'est toujours un mois difficile pour réunir les gens, je trouve, et le 6 particulièrement. Donc vous pouvez continuer à parler autour de vous du labo et faire en sorte que d'autres raccrochent, ou que ceux qui étaient là au début raccrochent, sachent qu'en tout cas ça existe toujours. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous pouvez, il y a des séances de rattrapage possibles sur le blog du labo, sur lesquelles vous pouvez écouter les conférences précédentes parce qu'on a la chance, merci, qu'elles soient filmées et qu'on puisse donc les poster filmées sur le blog. L'adresse du blog, je laisse Céline vous la donner. www.laboratoire-art et époque en un seul mot.wordpress.com. Tu peux donner l'heure aussi? Non. Il est 16h07. Donc on est parti pour 3 heures de séminaire avec Miguel qui va à la fois parler et à la fois s'appuyer sur vos retours, sur vos réactions pour composer en direct comme la musique son intervention. Donc n'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre, à la condition évidemment de lui permettre malgré tout de parler et de dérouler sa pensée. Et puis je vous rappelle qu'il y a les réunions de l'entre-deux, donc entre-deux séminaires, comme leur nom l'indique, où on reprend ce qui se dit ici et où on essaye de l'interpréter du point de vue de nos actions quotidiennes, ou en tout cas de nos modes d'engagement professionnels ou militants ou autres. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc je passe la parole à Miguel et on fera une petite pause entre les deux. Et au moment de la pause, Céline ira chercher la liste d'émargement. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez la remplir. Pour ceux qui, entre autres, veulent ont besoin d'une validation de leur présence au séminaire. Voilà. bien. Bonjour, comme dit Agnès, bonne année. Et alors, la dernière fois, nous sommes arrêtés en essayant de voir ces changements, pour le dire comme ça, des paradigmes, d'ontologie, comme on le disait avec Descola, c'est-à-dire cette nouveauté qui va apparaître en Occident, en suivant donc les travaux d'Escola, on mettait à la suite, ou en accompagnement, des autres 3 formes d'organisation de l'espace, de la nature, de la culture, de l'homme, de la vie. C'est pour ça qu'on parle d'ontologie, des modes d'être, pas simplement des idées, des théories ou des récits, qui étaient l'animisme, le totémisme et l'analogisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on avait vu dans d'autres séances. De quoi il est question dans chacune de ces formes-là de structuration de l'écosystème, on peut dire, pour parler comme ça, c'est-à-dire un écosystème complexe qui inclurait la culture. On disait qu'il était question là-dedans des formes organiques. Des formes organiques pour dire qu'une forme organique, c'est ce qui possède une antériorité, en dedans, et une intentionnalité, et qui n'est pas simplement un agrégat, c'est ce qui agit. C'est-à-dire que par forme organique, on ne fait pas référence à la biologie, c'est au contraire, c'est-à-dire, je l'avais déjà souligné, quand nous avons des modèles, des hypothèses organiques, on les applique aussi à la biologie, mais elles ne viennent pas de la biologie. Pour le dire comme ça, mais après on va revenir dans la deuxième partie d'aujourd'hui, si bien tous les organismes, si bien tous les êtres vivants sont des organismes, pas tous les organismes sont dans ce sens-là des êtres vivants. Un organisme est une unité intégrée qui, en suivant la première définition de la modernité qui existe, qui est celle qui donne Kant, il existe d'autres définitions, mais bon, même chez Aristote, bien entendu. Et Kant va dire, dans la critique de la faculté de juger, un organisme est ce dispositif dans lequel chaque partie est pour et par l'autre. N'est-ce pas? C'est-à-dire cette forme dans laquelle on n'a pas simplement un agrégat qui fonctionne, un dispositif qui s'articule, etc., mais qu'il y a un élément interne qui organise, structure tout ça. Alors bon,
on va revenir dans la deuxième partie sur la question de l'organisme, mais nous pouvons dire qu'à la question de qu'est-ce qui agit toujours quelque chose qui a un principe organique. Alors, pour juste comme ça, pour raccrocher les wagons, si dans l'animisme, effectivement, la qualité organique pouvait être donnée à une pierre, à une montagne, à un homme, à un animal, comme pouvait ne pas lui être donné, c'est parce qu'effectivement, dans l'animisme, comme dans l'étotémisme, comme l'analogisme, on va faire une différence fondamentale entre ce qui est une action et ce qui est un mouvement, pour le dire comme ça. Alors, un mouvement est un mouvement mécanique, est un mouvement, pour dire comme ça, entre guillemets, passif. Hein, c'est-à-dire, est-ce que le poids de mon corps sur la chaise est une action? Ah non, ce n'est pas une action. C'est-à-dire, on dirait que c'est un mouvement. Le poids, c'est un mouvement. Quand je vous donnais l'exemple un peu drôle du jeune dans le métro, que la porte, boum, cogne la jambe, le mec il ne dit rien parce que bon, c'est la porte. Eh bien, quand il dit c'est la porte, ce qu'il veut dire c'est un mouvement. Vous voyez? C'est pas une action. C'est-à-dire que l'action relève quand même d'une intentionnalité, d'une série de tropismes qui ne sont pas simplement un feedback. Hein? Alors c'est très très compliqué de dire qu'est une action. On va aller voir. Hein, on va aller voir. Là, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est définir historiquement et anthropologiquement les différents modes de détermination des organismes. Mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, par quoi nous sommes bougés, par quoi les choses sont bougées. Darwin, par exemple, dans les caractères sexuels secondaires dans la sélection naturelle, qui est un bouquin très très intéressant dans lequel il montre effectivement, je crois que je vous ai déjà parlé, mais peu importe, il montre comment, dans la sélection naturelle, la question des formes, les questions que pour les humains on appelle esthétiques, rentrent énormément en ligne de compte dans les choix et la sélection de partenaires, etc. Non? Il raconte des anecdotes de son chien, il parle souvent de son chien, il y avait un chien qu'il aimait beaucoup, qui est, à un moment donné, il y a un coup de vent, une porte se ferme, non? Et les chiens s'inquiètent, mais s'inquiètent parce que il ne réagit pas comme par rapport à des mouvements. Non, il s'inquiète parce qu'il soupçonne, non, dans son attitude, il soupçonne, il a le même comportement que quand il y a quelqu'un ou un animal de l'autre côté. Vous comprenez? C'est-à-dire que même chez l'animal, existe, bon là on parle des mammifères supérieurs, n'est-ce pas? Mais existe cette différenciation qui implique les soupçons que dans le machin qui bouge, hein, il y a une intentionnalité, donc c'est une action. Ou bien on dit, bon, dans les machins qui bougent, il y a juste des mouvements articulés. Hein. Alors, cette histoire des mouvements articulés, bon, c'est très très compliqué à définir. Dans la modernité, on appelle ça un sujet. Hein. Il y a un sujet ou il n'y a pas un sujet. C'est très difficile de définir ça parce que, par exemple, vous voyez bien, d'un point de vue juridique, quand quelqu'un commet un crime, qu'est-ce qu'il va faire l'avocat de la défense? L'avocat de la défense, il va essayer de définir le maximum des conditionnements mécaniques. Hein, donc il va dire, le mec, il a eu une éducation comme ça, il a subi ça, il a été malade comme ça, vous voyez? Il va définir une série de données qui va présenter comme des surdéterminations mécaniques tendant à expliquer que l'acte de son défendu était un mouvement et non pas une action. Vous voyez? Et en France, comme dans tous les pays de l'Occident, existe quand même la non-responsabilité juridique qui carrément détermine un non-lieu, hein, quelque chose que d'un point de vue même psychiatrique est un peu contestable par rapport aux malades. Hein. Parce qu'on dit quelqu'un, par exemple, qui aurait tué, comme là, le gosse qui a tué son père, sa mère et son frère, n'est-ce pas? S'il est, du fait, il était nommé comme non responsable juridiquement, ce qui reste écrit dans son dossier, c'est un non-lieu. C'est-à-dire, c'est comme si l'acte n'avait pas eu lieu. Vous voyez? C'est-à-dire que si on peut dissoudre l'acte en des mouvements mécaniques, on va jusqu'au point dans lequel on dit il n'y a pas eu d'acte. Vous
voyez? Et c'est... Oui, mais c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Oui, bien sûr, il y a un non-lieu. C'est-à-dire que... Oui, mais il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire... Non, l'acte il est. Mais il n'y a pas de raison d'une qualification pénale. Oui, parce qu'on se considère que ce n'est pas un acte commis par un sujet libre, mais que c'est un mouvement commis par un agencement des conditionnements. C'est ça la différence entre acte et mouvement. C'est-à-dire qu'on dit, si ce sont des mouvements mécaniques, la porte en se refermant par le vent tue quelqu'un, je ne sais rien. Alors on dit, là il y a un non-lieu, ce sont des actes mécaniques. On considère de la même sorte que nous tous, si on pète une durite, comme on dit, on va faire des mouvements, on verra des mouvements qui sont surdéterminés. Donc, ça reste dans une surdétermination qui dilue la possibilité d'être un sujet qui commet un acte. Alors, nous, c'est juste une petite parenthèse, en psychiatrie, on considère ça comme un peu iatrogène, c'est-à-dire un peu négatif, parce que c'est très difficile pour quelqu'un de se reconstruire si on lui dit ce que tu as fait n'a pas existé, c'est-à-dire ce que tu as fait. Et alors, à la fois, nous sommes en permanence là-dedans, vous voyez, c'est-à-dire vous montez avec les valises dans les trains, dans les métros, et vous bousculez quelqu'un. Et vous dites, ah, c'est pas moi, ou c'est pas ma faute, vous voyez, c'est-à-dire parce qu'effectivement, les trains, il a fait un mouvement, un truc comme ça, et vous avez suivi le mouvement, vous voyez. Donc, on est en permanence, vous voyez, c'est-à-dire que pour nous, êtres humains, c'est pas évident au quotidien qu'est-ce qui est pour nous un acte et qu'est-ce qui est un mouvement. Même à la limite, d'un point de vue, alors là, plutôt psychanalytique, on pourrait dire que les gens passent leur temps en train de présenter comme des décisions ce qu'à vrai dire était une série d'agencements, de mouvements, des trucs un peu surdéterminés, et que d'un point de vue d'un travail de narcissisme profond, pas le narcissisme à dire je suis le plus haut, mais un travail de narcissisme à c'est une reconstruction de soi, non? Et on passe notre temps en train de dire oui, là c'est une décision. Hein? Il faut voir par exemple tous les excès psychanalytiques par rapport aux psychosomatiques, j'en appelle les psychosomatiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire on voit bien comment il y a un certain désir comme ça dès que l'ulcère, la tumeur, la grippe, vous voyez, c'est les fameux énoncés absolument irrationnels de la psychanalyse qui dit comme par hasard. Vous voyez, c'est-à-dire on dit il a fait une grippe comme par hasard. Alors ça veut dire non, effectivement il a fait une grippe juste au moment où son oncle devait patatim patatin. Cet essai permanent de la part de nous en tant qu'humains pour coloniser ce qui est du mouvement pour le revendiquer comme acte. Et après on va voir dans toute la science postmoderne, la science actuelle, surtout la neuroscience, comme justement il y a un mouvement contraire. Hein, il y a un mouvement dans lequel on est fasciné par la présentation de ce qu'on considérait comme nos actes sous la forme de mouvements surdéterminés. Vous voyez, c'est-à-dire les fameux neuromédiateurs. À vrai dire, c'est pas que tu es amoureux pour des raisons romantiques et inexplicables, ineffables. À vrai dire, bon, voilà, tu as des neuromédiateurs qui à ce moment-là fonctionnent. Vous voyez, il y a en permanence un coup d'aller-retour dans ce sens-là. Bon, alors ce qui a une antériorité et une intentionnalité, à un moment donné, bon, on l'avait vu dans les trois formes ontologiques, ce qui était considéré comme organique, hein, les totems, les structures analogiques dans le bouddhisme, même dans l'Europe moyenâgeuse, dans l'Inde, etc., dans les Amériques indiennes. Bon. Alors maintenant, la question c'est de voir comment est-ce qu'il va émerger cette nouvelle figure qu'on appelle l'homme hein, dans la modernité, chose qu'on a commencé à faire de toute façon, hein, mais bon, on va avancer un peu là-dedans. Et cette nouvelle figure qui va déterminer quelque chose qui n'est pas identifiable avec chacun de nous en tant qu'être humain, hein, ce qu'on appelle l'homme.
est un projet social, un projet anthropologique, un projet historique. Hein. C'est-à-dire qu'aucun homme est l'homme, n'est-ce pas? L'homme est un projet, un devenir, etc. Mais on va voir surgir là un principe fondamental et qui n'existe dans aucune autre culture, aucun autre agencement anthropologique, qui est pour que l'homme puisse surgir en tant qu'homme, il y a ce que les philosophes Aubank appellent l'incomplétude du monde. Hein? C'est-à-dire que le monde va apparaître comme non fini. Il y a un travail à faire. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'époque de l'homme, la modernité, est cette idée cette idée hegelienne, hein, de l'histoire marxiste, comme ça, positiviste aussi, de que le monde n'est pas achevé, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ce qui est donné n'est qu'un défi, n'est qu'une complétude, le passé est obscur, le futur est lumineux. Donc, il va apparaître cette idée de que la nouvelle figure, contrairement aux autres figures, hein, par exemple dans les totémismes, les forces qui constituent chaque totem sont données d'une fois pour toutes. Après, elles s'agencent, elles bougent, elles se corrompent, elles redeviennent dignes, etc. Mais sont données d'une fois pour toutes. Dans l'analogisme, l'ordre de l'univers par rapport auquel chaque organisme est analogue à cet ordre de l'univers, vous pouvez voir des textes du taoïsme, du bouddhisme, mais aussi moyenâgeux, hein, c'est-à-dire en Europe, on voit bien comment être un organisme, donc être capable de produire des actes, et ne pas simplement être dans les mouvements, va être donc le propre de ceux qui sont analogues à cette organisation de l'univers. Hein, l'univers en moi, l'univers dehors de moi, l'univers dans chaque partie qui peut produire des actes. Bon, et dans l'émergence de l'homme comme nouvelle forme organique, il y aura beaucoup de choses, de nouvelles, beaucoup de choses très... l'éruption d'un nouveau dispositif très particulier, très singulier par rapport aux autres. Le premier élément qu'on peut citer en suivant Michel Foucault est un point par rapport à la vérité. C'est-à-dire que dans les autres dispositifs culturels, pour l'appeler comme ça, peu importe, on peut dire que l'accès à la question de la vérité, ce qui est vrai, hein, ce qui n'est pas un simulacre, ce qui n'est pas faux, etc. Vous savez, la vérité apparaît chez Platon, pas mal d'autres, hein, comme liée à la beauté, à l'éclat des lettres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la vérité a un poids ontologique. Hein. Bon. La vérité, dans toute cette ontologie, les trois ontologies qu'on a nommées, la vérité toujours relève d'un rapport intérieur de l'homme, hein, dedans. Hein, c'est-à-dire que c'est une ascèse quelque part. Hein, c'est-à-dire, je peux accéder à la vérité par rapport à un travail sur moi-même. Hein, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle du « connais-toi toi-même » de Socrate. Les « connais-toi toi-même » de Socrate, ça n'a rien à voir, c'est toi-même avec l'homme de la modernité, hein, l'homme qui se pense lui-même en tant qu'un sujet. Toi-même renvoie à son petite histoire, à sa famille, à sa subjectivité, à son rapport au monde. Ici, non, ici, l'appel du sage pour cette connaissance de la vérité dans soi est un appel à un oubli de soi. Hein? Il y a quand même un appel à un oubli de soi, à un oubli du monde, à ne pas répondre au monde, hein? C'est-à-dire c'est un tout petit peu ça, les côtés non-agir, les non-agir, hein? C'est-à-dire non-agir veut dire quelque part dans notre langage occidental non-réagir, hein? C'est-à-dire de ne pas être dans la réaction. Hein? C'est un tout petit peu, vous voyez, Chuang-Tzu, un des trois fondamentaux sages taoïstes, il raconte toujours des petites histoires pour illustrer ce qu'il dit.
Alors il raconte l'histoire d'un sage, et alors il dit, quand tu vois le sage qui se balade bien gras, bien habillé, avec des belles étoffes, tu dis, bonne époque pour les sages. Quand tu vois les sages tout maigres, affamés, habillés avec des habits oripeaux, etc., tu dis, mauvaise époque pour un sage. Voyez. Mais rien ne touche à cette sagesse. Donc, la vérité, la question de la vérité, dans les autres cultures, toujours va renvoyer à un défi, un chemin et une possibilité d'aller vers une antériorité dans laquelle on ne se laisse pas happer par le monde. Hein? Alors, dans ce pas laisser happer par le monde, il n'y a nullement une sorte d'individualisme qu'on pourrait comprendre aujourd'hui, une sorte de cynisme où chacun s'occupe de ses affaires. Hein? Il existe une façon de gouvernabilité, par exemple, hein? C'est-à-dire les gouvernants doivent gouverner sans agir. Mais c'est-à-dire quoi non agir? Non agir, ça veut dire ne pas vouloir, lui, orienter l'action du peuple, limiter, interdire. Les conseils du sage sont toujours de qu'effectivement il y a une hiérarchie, cette hiérarchie d'ailleurs effectivement reproduit la hiérarchie de l'univers, etc. Mais il y a cet appel de non-agir qui ne veut pas dire ce que nous entendons par non-agir dans le sens de ne rien faire. Mais non-agir veut dire ne pas vouloir prendre la place du principe universel par lequel on est régi. Vous voyez? C'est-à-dire cette idée qu'il y a des principes et le non-agir ne veut pas dire ne rien faire. Le non-agir, dans ces cas-là, veut dire effectivement ne pas tomber dans la tentation de la tour de Babel, pour nous les Occidentaux, d'Icare, etc., toutes ces tentations dont la mythologie et la Bible en parlent, qui est l'idée de que nous, en tant qu'hommes, on pourrait modifier profondément les cours des choses contre tout principe qui nous bouge, qui nous fait bouger. Hein? Alors, effectivement, de ce point de vue-là, je disais, le non-agir, c'est plutôt ne pas être dans la réaction au monde tout le temps, dans une sorte de syntonie au monde qui nous rend aveugles à cette vérité intérieure. Hein. Et d'un point de vue de la gouvernementalité du monde et de soi, signifie découvrir en intériorité les principes qui ordonnent l'univers. Et bien entendu, quand nous considérons que ces principes-là sont violés, etc., là il faut agir. Alors là, agir, mais pourquoi agir? Non pas parce que nous, on va modifier les principes, mais pour rétablir un ordre qui aurait été cassé. C'est ce que j'ai présenté, vous vous rappelez la dernière fois, quand j'ai fait la différence entre l'homme de la modernité et l'homme des âges classiques, comme ça, je ne sais rien les autres. Dans l'exemple du roi Arthur, hein, le roi Arthur qui retire Excalibur de la pierre, n'est-ce pas? C'est pas qu'il la retire parce qu'il a fait des muscles de 5 à 7 tous les matins, et au contraire, c'est dit, et c'est pas pour rien qu'il est dit qu'il est tout petit, tout maigre, etc. C'est très important dans la définition du roi Arthur qu'il est tout petit. Vous voyez, c'est-à-dire pour qu'il soit clair qu'il n'a pas retiré Excalibur parce qu'il était le plus costaud. Il a retiré Excalibur parce qu'en ayant eu une faille dans cet ordre universel, quand il vient, l'épée, la pierre, le cosmos lui permet de rétablir l'ordre. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut faire très attention avec les visions occidentalo-centristes, moderno-centristes, qui considèrent que les cultures non occidentales seraient des cultures dans lesquelles on ne peut rien changer, dans lesquelles il faut accepter l'injustice, dans lesquelles la hiérarchie elle est inamovible. Pas du tout.
Pas du tout. Simplement que l'action, elle est exercée, pensée, orientée d'après quelque chose qui est présenté comme une vérité qui est intérieure à chacun. Mais pourquoi il est intérieur à chacun? Il est dedans. Je sais qu'avec mon accent intérieur, ça, intérieur de dedans, oui. Il est intérieur à chacun. Pourquoi? Parce que dans chacun de nous, cet ordre du cosmos universel ordonne aussi notre capacité organique de commettre des actions et non pas être simplement dans des mouvements. Hein? Donc, vous voyez bien là, j'espère, vous voyez bien là l'idée europocentriste, l'idée occidentalocentriste qui considère que les cultures autres seraient des cultures presque qui ne peuvent pas agir, vous voyez. Ils seraient pris dans des mouvements, vous voyez, dans des mouvements causés par l'ignorance, par le manque de développement technique, vous voyez. Donc ils doivent subir. Et là on reconnaît, voilà, tout à fait la mythologie idéologique colonialiste, hein, c'est-à-dire que l'homme occidental, lui en revanche, il agit sur une nature, mais pour devenir, comme Descartes le veut, maître et possesseur de cette nature, il faut que cette nature soit vide, hein, inanimée, vide d'âme. Hein. C'est-à-dire que la nature, on va inventer un truc qu'on va appeler nature. Hein, c'est pour ça que l'époque de l'homme en anthropologie, Descola et d'autres l'appellent naturalisme. On va inventer quelque chose qui est tout à fait extérieur à l'homme, qui est la nature, par rapport auquel l'homme est en bagarre pour devenir, comme le dit et le souhaite Descartes, maître et possesseur d'une nature qui, elle est purement mécanique. Et alors, du coup, va émerger ces principes universels, hein, le principe universel, qui est basé, non pas comme on peut les dire, parce qu'on dit par exemple, effectivement, dans le christianisme, il y a un principe universel, un amour universel, bon voilà. Peut-être, mais dans tous les cas, la radicalité du principe universel de l'Occident, il est fondé par un basculement du principe de vérité de l'intérieur de chacun vers l'extériorité. Vous voyez? C'est-à-dire que la vérité dans l'Occident est quelque chose d'objectif et extérieur qu'il faut connaître, trouver, comprendre. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune... donc, au moment où l'homme émerge comme nouvel dispositif, nouveau paradigme d'organicité, hein, à l'époque de l'homme, comme l'appelle Foucault, à ce moment-là, cet homme-là est un homme foncièrement et fondamentalement désubstantialisé. Hein? C'est-à-dire que l'homme n'est plus, en lui, porteur d'une vérité. L'homme est celui qui peut connaître la vérité, mais la vérité sera tout petit peu dans le style galiléen ou de Kepler. La vérité est une objectivité mathématisable, compréhensible, reproductible, expérimentable à l'extérieur. Vous voyez? Donc, ce rapport avec la vérité, il est très très important parce que, effectivement, en objectivant le monde, l'homme donc en tant que projet, je répète ça, l'homme en tant que projet, l'homme en objectivant le monde, il s'est construit en tant que seul sujet. Dans la modernité, l'homme de la modernité, il croit être seul. Et d'ailleurs, cette solitude, ce sont des larmes de crocodile, hein, parce que cette solitude va permettre que l'homme traite comme objet les animaux, l'écosystème, la mer, l'air, vous voyez, tout. Et donc, disons, les côtés poétiques de la chose, c'est il n'arrête pas de pleurer parce qu'il est seul. Pourquoi il est seul, l'homme? Parce qu'effectivement, où je dirige mon regard, je ne trouve que l'homme, dit l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme de la modernité n'a pas d'autre. Vous
comprenez? L'homme de la modernité n'a pas d'ordre. Hein. Alors bon, il apparaît des questionnements très tôt, hein, qui sont des questionnements, mais est-ce qu'il y a des martiens? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Cette préoccupation, est-ce qu'il y a une vie dans une autre planète? Vous aurez remarqué que dans la préoccupation sur la vie à notre planète, en général, personne ne s'inquiète pour savoir s'il y a des chiens, des chats ou des amis dans d'autres planètes. La préoccupation, en général, dans la science-fiction, je parle, hein, c'est est-ce qu'il y a un autre, hein, un autre avec une intentionnalité, avec une antériorité. Je sais bien que, d'un point de vue scientifique, la question c'est si est-ce qu'il y a des aminoacides dans les météorites, ou si est-ce qu'il y a des formes de protovies biologiques ailleurs. Je sais bien que c'est ça. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on parle de vie, d'ailleurs on le dit, est-ce qu'il y a vie intelligente? Mais c'est quoi la vie intelligente? Parce que d'après Descartes et depuis Descartes, ce qui n'est pas intelligent ne mérite pas tout à fait les concepts de vie. Hein, je vous avais lu, je crois, un passage je vais citer ces passages de discours de la méthode de Descartes, dans lesquels il dit si vous écorchez un chien vivant, les jappements qu'il émet, il faut les comprendre comme les bruits qui fait un ressort quand il se détend. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est mécanique. Donc, chez Descartes, contrairement aux sensitivistes anglais, hein, et contrairement à Spinoza, qui lui dit, non mais bien entendu qu'ils sont une sensibilité, mais chez Descartes, comme paradigme, comme ça, parangon de la modernité, de la pensée moderne, scientifique, etc., il y a quand même une mise en cause des concepts même de vie, vous voyez? Parce que finalement, si le vivant n'est que mécanique, on voit bien que même, on comprend là ce que j'ai expliqué avec l'âme de Buridan, vous vous rappelez la dernière fois, on comprend même ce souci de l'homme occidental pour finalement triompher dans cette guerre qu'il récupère hein, de la métaphysique moyenâgeuse et d'autres cultures, cette guerre entre la partie noble non attrapée dans la corporéité. Et le corps reste quand même très gênant dans la modernité, reste très gênant parce que les corps sont soupçonnés d'être aussi pris dans la lourdeur des processus mécaniques. Hein? C'est-à-dire que les corps produisent des choses qui rabaissent la possibilité de commettre des actions au niveau des mouvements. Hein? C'est l'autre texte que ça, je suis sûr que je vous l'ai lu l'autre fois, de Descartes, dans lequel il dit qu'on peut considérer un homme mûr, un homme accompli, non pas un malade, non pas un fou, vous vous rappelez, non pas un fou, non pas un vieillard, non pas un enfant, parce que s'il est trop vieux, qu'est-ce qu'il y a? Son corps commence à coloniser, vous voyez, avec des mouvements, sa capacité d'agir. Si l'autre jeune, encore, son corps, vous voyez, est trop important par rapport. S'il est malade, donc s'il est femme, donc finalement, hein, on voit bien comment, dans la définition de l'homme, cette définition-là, elle est possible que sous un dispositif, sous un point de vue où l'homme peut abandonner son corps. L'homme peut finalement abandonner son corps. Chose que quand on va analyser la science postmoderne, on verra que dans tous les projets de l'homme augmenté, dans tous les projets des pas de limite, dans tous les projets d'immortalité possible, etc., on voit bien que la postmodernité là-dessus est quelque part la réalisation cauchemardesque, cette fois-ci, hein, de ces désirs de la modernité, d'une raison capable de produire des actions qui limitent les mouvements du corps.
pour comprendre cette rupture, non, l'émergence de l'homme, par exemple, moi je peux vous citer après si on a le temps, les textes de Pélage. Pélage, au 5e siècle, Pélage il est l'auteur d'un texte qui s'appelle De la dignité de l'homme, dans lequel il explique tout bêtement au 5e siècle que l'homme peut se rapprocher de Dieu par ses efforts. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Pélage va donner l'origine à une hérésie qui s'appelle le pélagisme, dont on a parlé jusqu'à il y a, je ne me souviens pas comment s'appelait le pape qui était là pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il parle de pélagisme aussi, vous voyez, c'est-à-dire encore on parlait de pélagisme il y a très peu de temps, comme les noms d'une hérésie dans laquelle l'homme essaye, lui, d'avoir une dignité. Il essaye, lui, d'être ce sujet-là avec une intériorité capable de comprendre. Bon, il y a, comme je l'ai cité plusieurs fois, il y a dans la Bible la fameuse tour de Babel, etc. Et Saint Augustin va répondre à Pélage en évoquant la dignité de l'impuissance humaine. Et il écrit un texte qui s'appelle « De la misère humaine et de la misère de l'homme », c'est-à-dire la misère humaine, la misère de l'homme comme une revendication, de dire nous, misérables vers des terres, on doit accepter ça, et même Occam, les nominalistes Occam beaucoup plus tard, c'est-à-dire 10 siècles plus tard, il sera encore accusé de pélagisme, c'est-à-dire le pélagisme est une accusation qu'aujourd'hui, par exemple, si vous discutez avec des amis qui fréquentent les salles de prière, par exemple, aujourd'hui, dans l'islam, il y a une accusation envers la... vous savez qu'on parle maintenant des conflits des civilisations, etc. Bon, voilà, je ne sais pas si on en est là ou pas, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très courant, même les plus jeunes des musulmans qui fréquentent les salles de prière. Une des accusations qu'ils vont faire vers la culture occidentale qu'ils considèrent comme décadente, comme corrompue, comme etc., c'est l'accusation de pélagisme. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est pas toi qui décides, n'importe qui parmi nous, et même certains parmi vous, je ne sais rien, qui discutent sans préjugés stupides et vraiment avec le nouvel islam qui aujourd'hui existe de façon assez puissante, et que je vous rappelle que ce n'est pas un synonyme de terrorisme, le nouvel islam, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, ce qu'il va dire n'importe qui soit dans les renouveaux de l'islam, la première chose qu'il va dire c'est vous avez merdé, quoi, vous les occidentaux, ont merdé parce qu'on a cru qu'on pouvait décider, qu'on pouvait changer le monde, qu'on pouvait au-delà de Dieu, quoi, au-delà des forces qui nous dépassent et auxquelles on appartient. Alors, effectivement, c'est pour ça que ça explique que Pic de la Mirandole, qui est quand même un des théoriciens de la modernité, de la Renaissance, etc., appelle son ouvrage principal « De la dignité de l'homme ». 10 siècles plus tard, il répond à la misère humaine, il répond avec son ouvrage en disant, effectivement, de la dignité de l'homme. Et la dignité de l'homme est effectivement cette possibilité de se libérant de ce qui l'attache, les principes d'autorité, les principes de lignage, etc., la possibilité de devenir lui sujet. Alors dans un schéma un peu schématique, mais il faut... Ah non, je vais avec ça. On peut dire que quelque part, l'homme, ça c'est un homme, l'homme des trois autres ontologies, c'est-à-dire que soit le totémisme, animisme, analogisme, il se conçoit et il agit dans un monde où il est agi. Il est agi. Il est agi par des choses. Alors,
il peut, en antériorité, dans lui, il peut comprendre, pour le dire dans une des formules, les Tao. Il peut comprendre les Tao. C'est-à-dire, il peut accéder au Tao. Il peut accéder. C'est une assesse, il peut accéder. Pourquoi? Parce que, en étant bougé par les Tao, vous comprenez, je ne choisis pas les Tao parce qu'en excluant les autres, c'est pour choisir une des voies mystiques de sagesse que peut-être on connaît le mieux, non? Et les Tao, il est en moi. Mais vous comprenez, ça ne veut pas dire que les Tao est un élément de mon histoire, comme l'homme de la modernité va dire quand j'étais petit, j'étais pas grand et mes parents, donc ça explique mes gestes. Pas du tout. C'est-à-dire, en antériorité, je peux connaître les Tao, je peux connaître le principe de l'univers. Et les principes de l'univers, les Tao comme l'un des néoplatoniciens, est l'ineffable. C'est-à-dire les Tao que je peux connaître, ce n'est pas les vrais Tao, les Tao que je peux nommer, ce n'est pas les vrais Tao, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a dans tout principe des ascèses la acceptation non pas de l'accès à une vérité que je peux donc extérioriser, comprendre et extérioriser, mais justement dans tout principe des ascèses, il y a la possibilité d'arriver à un moment dans lequel je peux renoncer à vouloir identifier les Tao. Donc, je suis bougé par les Tao ou n'importe quoi. Dans la modernité, donc, on va passer à un autre schéma dans lequel l'homme apparaît, et dans la peinture, c'est ce qui se passe, même des peintures un peu plus sophistiquées que celle-ci. Et on voit apparaître, ça ne fonctionne pas l'ordinateur aujourd'hui, alors, mais la dernière fois on illustrait ça avec des peintures de la Renaissance, ou même beaucoup plus tardives, n'est-ce pas? Et où tout à coup il commence à apparaître la figure ne représente plus quelque chose. C'est pas la peinture du Moyen-Âge dans laquelle chaque personnage et les gestes des personnages, vous voyez, les typiques gestes, etc., christiques, représentent des choses. Non. Il y a, la peinture doit montrer que l'homme, il est habité. L'homme a une antériorité. Et donc cet homme-là, c'est lui qui est le moteur de l'action. Autant cet homme-là fait partie du mouvement et c'est lui, la chose qui agit est un principe. Ici, l'homme, dans la mesure où il se rapproche de l'idéal universel d'homme, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que pas tous les hommes sont des hommes, et à vrai dire, aucun homme est un homme, parce que, comme on n'a pas arrivé au point historique de la réalisation de la modernité, aucun homme fut un homme. Bon. Mais l'homme a comme idéal, donc, d'être acteur de ses actes par la maîtrise la plus performante possible de tout ce qui pourrait être cause de mouvement. Tout ce qui pourrait être cause de mouvement. Vous vous rappelez, avec l'âne de Buridan, c'était ça le dispositif, non? Ça, c'est l'âne de Buridan, qui m'excuse, l'âne. Vous vous rappelez, il y avait les deux meules de foin, là, et alors la distance 1 et distance 2, alors distance 1 égale distance 2. Vous vous rappelez, non? Oui ou pas? Je suis sûr que j'avais parlé de l'âne de Buridan. J'ai reçu même des messages de l'âne de Buridan qui n'étaient pas contents. Et alors, c'est quoi les schémas de Buridan? Il dit, si je mets un âne à équidistance de deux meules de foin, l'âne, comme il est équidistant, il sera matériellement autant attiré par la meule de gauche que la meule de droite. Grosso modo, c'est ce qui va m'arriver moi aux prochaines élections. Et alors donc, effectivement, il y a quelque chose de la corporéité du corps qui reste éliminé. C'est ça la génialité
du dispositif de Buridan, il dit « Je peux imaginer un dispositif dans lequel la matérialité du corps disparaît. » Alors il dit « Chez l'âne, si j'élimine la matérialité du corps, l'âne ne peut pas bouger à droite à gauche, il va mourir de faim. En tant que l'homme, si je mets un homme entre deux meules de foin, ah bah lui, il va savoir quelle meule de foin va se bouffer. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la preuve. Vous comprenez ça, non? C'est compréhensible ou pas, la question de l'élimination des déterminations physiques? Oui? Si? Bon, je fais comme si c'est oui. C'est-à-dire, si je mets l'homme dans un même dispositif, donc entre deux objets des besoins, deux objets de besoin vital, si je le mets entre deux objets de besoin vital, donc j'élimine sa causalité corporelle, ce qui renvoie au mouvement, eh bien, l'homme est capable d'un acte, pas seulement d'un mouvement. L'acte est ce qui s'est fait une fois qu'on est émancipé des tropismes et des pulsions et des tendances corporelles, donc des mouvements. Vous voyez? Donc, ici, l'homme, pour être libéré des tropismes corporels, ce qu'il doit faire, c'est trouver les Tao dans son intérieur, et donc ne pas agir et réagir comme une feuille dans la tempête par rapport à ses surdéterminations. Ici, s'il veut ne pas être bougé par ses pulsions, tendances, etc., je ne disais pas désir, parce que les désirs, justement, c'est ce qui va être nommé comme le désir, c'est ce qui dépasse les besoins. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux agir par un libre arbitre. Alors, c'est l'explication du libre arbitre. Alors, l'homme agit par libre arbitre parce qu'ici, dans un lieu X, il y a la possibilité d'être dans une action non surdéterminée par les mouvements. Alors juste comme ça, on va revenir, jusqu'à il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans maximum, ça s'est trouvé dans la tête de l'homme. Hein, les X du libre arbitre. Hein, c'est-à-dire que pendant toute la modernité, on va dire les jambes, les ventres, les sexes, les bras, les cœurs sont soumis aux règles mécaniques de mouvement. Mais la tête de l'homme, alors là, la tête de l'homme, non, la tête de l'homme, elle est soumise à des trucs très sophistiqués, très particuliers, etc., qui lui permet d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, c'est que grâce à l'imagerie médicale et développement de la chimie du cerveau, etc., tout à coup, on a appliqué au cerveau les mêmes règles d'étude qu'on appliquait au corps. Et donc, il y a deux possibilités maintenant. Soit l'homme de la postmodernité, il disparaît parce que tout, y compris ce qui provient de sa tête, est fruit de la pure mécanique, soit il faut quand même créer une entité supérieure. Ça, on va revenir. Alors, si l'homme de culture classique, pour le moment, je ne sais rien, non humaniste, si l'homme de culture non humaniste est bougé par l'homme de l'humanisme, c'est lui qui agit, et l'homme de la postmodernité, bon, on ne sait pas. L'homme de la postmodernité, le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à nommer le principe organique qui explique aujourd'hui qu'est-ce qui fait bouger. Alors, je vous avais conseillé, j'avais commencé plusieurs fois à citer les travaux de Duby et Ariès dans le 3e volume de l'histoire de la vie quotidienne, hein, qui est le 3e volume, et c'est lui qui parle de l'émergence de l'homme, non, comme sujet. Et alors, c'est très intéressant parce que Ariès et Duby, là, ils vont décrire des choses que j'ai déjà nommées plusieurs fois, hein, c'est-à-dire des gestes très concrets, très dans les quotidiens, qui
ont comme fonction la formation, la production de cet homme de la modernité qui doit, lui, apparaître donc comme l'instance délivrée, émancipée, hein, c'est la condition, hein, c'est-à-dire aucune divinité peut être divinité si elle n'agit que par rapport à des rapports mécaniques. Et aucun sujet peut être sujet s'il agit que par rapport à des rapports mécaniques. S'il agit par rapport à des rapports mécaniques, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'organisme. Et alors donc, Dewey et Ariès, là, je vous conseille de le lire parce que c'est très très intéressant, c'est très drôle parce que ce sont des choses très contre-intuitives, comme ça, c'est tous historiens de l'histoire des annales qui vont chercher des données historiques tout à fait différentes de l'historiographie habituelle, n'est-ce pas? Bien que ça a un siècle, l'historiographie des annales, ça reste très mal connu. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bon voilà, un des éléments fondamentaux qu'ils donnent, c'est à travers le développement de l'imprimerie, l'émergence de la possibilité, la pratique de la lecture en voix basse. Vous vous rappelez, j'avais parlé de ça, la lecture en voix basse, qui va participer énormément à la création de cette expérience dès que je possède une antériorité. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a cette idée de dialogue antérieur, je lis en voix basse, ce que je suis en train de lire entre en dialogue dans ma tête avec d'autres choses que j'ai entendues ou que j'ai lues préalablement ou que j'ai vécues. Vous voyez, donc il y a la création d'un espace intérieur de privacité. Et alors donc, Dewey, là, il raconte avec des textes très très drôles par la comparaison historique de comment on disait que l'imprimerie, si bien servait à diffuser les bouquins, etc., était un agent d'ignorance. Alors, pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'on dit non, mais au contraire, s'il y a des bouquins pour tout le monde, c'est la culture, c'est l'éducation. Et il va dire non, parce que justement, la lecture, jusque-là, c'était une lecture. D'abord, vous savez bien, c'était pas une lecture compréhensible parce que la messe était en latin, tous les écrits étaient en latin, donc la plupart des gens n'avaient pas accès à un écrit quelconque. Mais combien même la lecture, quand elle était compréhensible, était collective. C'était fondamental qu'elle soit collective. Pourquoi c'était fondamental qu'elle soit en communauté? Parce que la communauté garantissait l'interprétation du texte. Vous voyez, c'est-à-dire c'était très important dès qu'on vous donne les messages avec la bonne lecture du texte. Et en tant que là, l'Église catholique va avoir ça de façon va beaucoup s'inquiéter parce qu'il va dire attention, parce que dans cette lecture hors communauté, l'homme peut tomber effectivement dans les récits de pélagisme, quoi, hein, c'est-à-dire dans les péchés d'orgueil. Le pélagisme, c'est le péché d'orgueil. Hein. Et c'est là aussi où on voit apparaître ce qu'on appelait les guerres des religions, hein, c'est-à-dire ce dont Marx parle comme les guerres paysannes, où une partie de la chrétienté va accompagner les mouvements d'émancipation, non, l'humanisme, le mercantilisme naissant, et une autre partie, la partie catholique, à partir de là va être la partie catholique, va rester dans une réaction, hein, qui va durer très longtemps. Et dans les guerres des religions, effectivement, il y a celui qui va reprendre les thèses de Pélage, qui est Thomas Müntzer. Thomas Müntzer étant comme on appelait après vulgairement les protestants, qui va dire l'homme peut connaître les lois de l'histoire et il peut les modifier. Après, il y a Luther, Calvin. Luther, lui, il fait un pas en avant des côtés de Thomas Müntzer et après un pas en arrière parce que une fois que la scission a eu lieu, il considère qu'il faut à nouveau un peu mater les petits peuples, qu'il faut attention qu'ils ont été trop loin, donc il va revenir un tout petit peu par rapport au principe de la scission originaire. Mais ce qui va se jouer là-dedans, c'est cette histoire d'un basculement donc de la question de la vérité
qui est quelque chose que certains, les élus, peuvent trouver dans eux, et que ça relève d'une éternité qui peut s'actualiser, à une vérité extérieure, objective, que l'homme peut connaître à travers quoi? À travers son effort. Hein? Alors donc, là on voit, cet effort-là est un effort pour maîtriser tout ce qui en lui a des mouvements. Alors bon, Duby et Ariès racontent, je vous avais déjà dit, l'importance de l'apparition des couverts pour manger. Hein, c'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas ne pas manger. Alors, vous voyez, les corps ont ses besoins, c'est emmerdant, mais il fallait quand même continuer à manger. Alors, comment on fait? Eh bien, on va éloigner la nourriture de la main, n'est-ce pas? Donc, du coup, l'apparition des couverts, manger avec des couverts, les bonnes coutumes, tous les manuels de politesse qui vont émerger à ce moment-là, sont des manuels dans lesquels, effectivement, l'homme, le bourgeois, ce qu'on appelait le bourgeois, je crois, l'homme de l'humanisme va à manger dans des mouvements ritualisés. C'est-à-dire on mange comme ça, les couverts, on ne touche pas la nourriture. Vous savez, dans les manuels de politesse de l'époque, c'est très drôle parce que, par exemple, il y a des choses sur si jamais vous avalez un os, un petit os, ben vous devez l'avaler. Vous voyez, c'est-à-dire vous avalez un os, voilà. C'est la modernité. Parce que, pourquoi il faut l'avaler? Parce que si jamais les gestes de rejeter quelque chose de la bouche, ben ça, alors là, ça c'est chez le barbare ou chez l'animal. C'est-à-dire, donc, si vous avalez un noyau, un petit os, c'est ce qu'il dit dans le manuel de politesse, si vous avalez un petit os, il faut quand même l'avaler. Vous l'avalez. Vous mourrez dans un effort de civilisation, il faut l'avaler. Ou par exemple, effectivement, les autres exemples qu'ils vont donner, c'est-à-dire l'apparition de la danse. C'est-à-dire, c'est tellement joli, la danse classique. Alors, la danse classique, c'est tout un effort, je vous parlais aussi, des corps qui montrent aux bourgeois qu'à vrai dire, on peut vaincre les lois mécaniques du corps. Alors quand la nana, elle saute comme ça, elle fait les grands écarts, et l'autre, elle la soulève avec un doigt, et elle tourne comme ça, et donc le bourgeois naissant s'est réjoui de constater que bien que lui, il a une panse à 2 km et il ne peut pas bouger tellement il est engorgé, mais quand même, il y a quelque chose, c'est une sorte de messe, vous voyez, dans laquelle on voit la puissance de l'homme. C'est-à-dire que je n'attends pas cette puissance-là, peu importe. Mais vous voyez, c'est-à-dire dans la danse, il y a cette démonstration, la danse classique, il y a cette démonstration de que l'homme peut vaincre. Peut vaincre quoi? Peut vaincre ni plus ni moins que cette loi tellement chiante qui est la loi de la gravitation universelle, vous voyez. C'est-à-dire, parce qu'effectivement c'était un peu compliqué, c'est-à-dire l'homme pouvait tout faire, pouvait se libérer de tout tropisme, alors là il fallait se libérer de la lourdeur des corps. Bon, vous verrez là chez Ariès le développement de ça et aussi la bibliographie qui renvoie au manuel de politesse. Dans tous les cas, il va naître là quelque chose que de façon beaucoup plus moderne, on va trouver, qui est la préoccupation que, soi-disant scientifiquement, ça se discute, on a eu et on a encore par ce qu'on nomme, et on essaye de différencier, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas très scientifique cette histoire, entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire, pour l'homme de la bourgeoisie, tout doit être acquis. Tout est acquis. Alors, pourquoi? Parce que tout ce qui est inné renvoie au régime qu'on veut contester. D'ailleurs, effectivement, à la naissance de tous ces manuels de politesse, à cette préoccupation de qui est civilisé, qui n'est pas civilisé, n'est-ce pas? Je vous rappelle, sous un principe humaniste, on est tous des hommes, mais certains à l'humanité plus accomplie ou moins accomplie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en base du colonialisme, non? Et alors donc, dans cette préoccupation-là, effectivement, l'aristocrate, il va se moquer. Il va se moquer dès la naissance de la politesse. Pourquoi? Parce que l'aristocrate, c'est lui qui peut être
absolument ignare, brut, il pète en collectivité, et il mange avec ses mains, il s'en fout, vous voyez, parce que l'aristocrate, il est aristocrate, et les bourgeois, ou le roturier, il a beau manger avec des couverts, faire de la danse classique et des entrechats, il ne pourra jamais. Donc la modernité naît contre cette idée d'une substantialité de l'être qui est, une fois encore, une substantialité antérieure de la question de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est extérieure et atteignable par tout le monde, moyennant un effort. En revanche, vous voyez, c'est-à-dire, c'est toute la question de l'achat des, comment vous appelle, des absolutions, non? Non, c'est pas des absolutions, comment on appelle? Des indulgences, pardon, merci. C'est toute la question de l'achat des indulgences, vous voyez, c'est-à-dire, l'Église catholique, elle a pris très longtemps jusqu'à accepter qu'on puisse acheter les indulgences. Hein? Vous savez comment on achetait les indulgences? Il y avait plusieurs façons d'acheter. On payait à des gens pour qu'ils prient très longtemps, pour qu'ils prient pour vous déjà, pendant votre vie. Donc voilà, c'était quand même grosso modo, mais aussi pour qu'ils prient après votre mort. Ou sinon, vous donniez des sous, ou des bijoux, ou vous nommez héritier à votre église. Et donc, il va apparaître là quelque chose que Legoff traite dans un bouquin très intéressant qui s'appelle La naissance du purgatoire. Il va naître un espace entre le ciel et l'enfer. Vous voyez, c'est drôle parce que la naissance de l'homme modifie le ciel. Jusque-là, si vous avez merdé, vous allez à l'enfer et ciao. Et si vous avez été quelqu'un de bien, vous allez au ciel. Et tout à coup, d'une façon très bourgeoise, très progressiste, vous voyez, il va apparaître le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est une sorte de lieu, d'abord où on tombait si on était plus ou moins, mais surtout un lieu qui est à l'image de la terre. Si vous faisiez des efforts, il était possible de démonter. Et si vous ne faisiez pas des efforts, vous descendez. Les efforts, effectivement, n'étaient pas donnés par celui qui avait trépassé, les efforts étaient donnés par la possibilité de que d'autres prient après votre mort, etc. etc. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il va naître cette idée nécessaire pour la modernité de la non-surdétermination historique des choses et du monde. On peut tout changer. Tout est acquis. L'inné n'existait pas. C'est-à-dire l'inné, c'est l'aristocratie, l'inné, c'est l'ancien régime, et nous, on ne veut pas d'inné. Ça a duré très longtemps. Maintenant, ça existe sous une forme un peu différente, mais quand je faisais mes études de médecine, c'était très à la mode tous les travaux des psys qui faisaient chier les jumeaux, par exemple. Parce qu'ils allaient chercher les jumeaux, tous les jumeaux d'une génération ont été suivis, étudiés à la loupe. Pourquoi? Alors, c'était les fameuses études dans lesquelles il y avait deux jumeaux absolument univitellants, déjà des vrais jumeaux, deux jumeaux univitellants, qui un avait été élevé par une famille bourgeoise, je sais pas quoi, et l'autre une famille prolétarienne, et vraiment, alors là, ils étaient tout à fait différents. Non? Alors ça, c'était les psychologues de gauche, et les psychologues de droite faisaient les mêmes études avec un autre paire de jumeaux, et ils montraient que bien qu'en étant élevés, un en Alaska et l'autre à Cuba, eh bien, les deux, à la même âge, au même moment, avaient joué du bongo. Et alors donc, pourquoi? Parce qu'il y avait là derrière un besoin très fort idéologique, les uns de dire rien n'est acquis et tout est inné, et de l'autre côté, cette traînée aristocratique dans la droite, n'est-ce pas? Parce que c'est une droite qui a gardé un peu cette vision aristocratique. La droite actuelle, au contraire, c'est pour ça que j'ai dit que ça changeait un peu, et qui disait non, tu as beau vouloir t'élever dans ta condition, il y a des différences, il y a des hiérarchies. Et par exemple, un exemple assez fort, vous savez, dans cette discussion-là, il y a une discussion aussi scientifique de fond qui est le lamarckisme et Darwin, c'est-à-dire c'est l'importance du milieu ou l'importance de l'évolution des espèces en soi. Alors, il y a un archi-lamarckiste, je ne sais pas comment on peut dire, en Union soviétique. Qu'est-ce qui se passe en Union soviétique? L'Union soviétique et la révolution soviétique, elle s'est faite
au nom de la réalisation du projet humaniste. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'idéal communiste était l'idéal de l'homme, finalement, va vaincre la guerre contre la nature et en dominant la nature pourra établir le paradis, le vieux projet de paradis qui descend sur Terre. D'ailleurs, l'Internationale, la chanson internationale, non? En espagnol, je ne sais pas si en français c'est pareil, il y a un passage qui dit « Le monde sera un paradis hein, », c'est-à-dire le messianisme de la réalisation du paradis sur Terre. Dans ce paradis sur Terre, c'est le moment dans lequel l'homme lui-même, il est accompli. C'est l'homme de Hegel, l'époque de l'esprit, etc. Cet accomplissement-là est identifié avec l'idée de vaincre tous les tropismes que jusque-là, qui finiront par l'emporter sur l'inné. Alors donc, il y avait un généticien soviétique, Lysenko, peut-être les plus jeunes n'ont jamais entendu parler, pour les gens de ma génération, on était saoulés avec tout ça. Et alors, Lysenko était en Union soviétique, et l'Union soviétique se prétendait, dans la vision hegeliano-marxiste, un pas supérieur dans l'évolution de l'humanité, n'est-ce pas? Donc un pas supérieur dans l'émancipation par rapport aux lourdeurs du corps. C'est compréhensible, là, c'est pas trop de raccourcis que je fais, non? C'est-à-dire que l'émancipation, c'est l'émancipation par rapport aux lourdeurs, par rapport au mouvement, et aller vers la possibilité d'un esprit, d'un homme, qui pourrait être que dans l'action. Donc, pour cela, il fallait une science adaptée. Alors, l'Académie des sciences de l'URSS, que ça s'appelait comme ça, l'Académie des sciences de l'URSS, qui était l'académie qui avait comme fonction principale de produire une science prolétarienne, une science émancipée, etc., etc. Bon, c'est Lysenko, donc, il va émettre quand même le principe humaniste par excellence, hein, c'est le rêve de l'humanisme, qui dit les caractères acquis sont héréditaires. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Alors, ça veut dire quand même que si quelqu'un était alcoolique, par exemple, par un caractère génétique quelconque, on aurait beau faire des thérapies qui empêcheraient que lui meurt d'une cirrhose, par exemple, mais s'il y avait un facteur génétique de la cirrhose, de l'alcoolisme, ses descendants seraient alcooliques, ou auraient une tendance, ou comme on dit maintenant, un champ favorable. Oui. Donc, les milieux avaient comme prétention neutraliser les tendances innées de quelqu'un, mais on disait les tendances innées, on peut travailler dessus, mais on ne peut pas modifier les tendances innées. Pour que l'humanisme triomphe, il était très important de vaincre ces tendances innées, vous comprenez? Parce que tout ce qui soit inné plombe l'homme dans des tropismes non dépassables. Alors, Lysenko, il va dire ça, il va dire les caractères acquis dans la vie d'un homme peuvent être héréditaires. Vous comprenez? C'est le triomphe de la société des hommes, c'est le triomphe de la culture sur la nature. Donc c'est le triomphe du rêve de Descartes, vous voyez? C'est le triomphe du rêve de Descartes. C'est-à-dire de dire finalement la culture, séparée bien entendu et en opposition, en guerre avec la nature, la culture, à un moment donné, peut triompher. Bon, là, Lysenko, il dit, voilà, on a presque triomphé. Alors, l'hypothèse de Lysenko, c'était, bon, voilà, c'est-à-dire, si quelqu'un qui est alcoolique, il vit dans un milieu qui lui permet d'acquérir une habitude de non-boire, hein, je sais rien, il sera modifié, y compris génétiquement, et ses enfants n'auront pas cette gêne-là, vous voyez, c'est-à-dire cette tendance-là.
ou, bon, je n'en sais rien, c'est-à-dire n'importe quelle autre maladie génétique, n'importe quelle autre tendance innée, sera vaincue quand on arrivera, nous, avec notre raison, à construire les systèmes, les dispositifs capables de changer les milieux pour qu'ils changent l'homme. Hein? Alors, ce sont toutes les discussions, vous savez, par rapport à voilà, l'homme il naît comme il naît, bon, mauvais, etc. Ils disent, bon, très bien. Dans tous les cas, ceux dont on est sûr vont dire les humanistes cartésiens et les communistes soviétiques avec ce type de pratiques qui n'étaient pas que dans la biologie, c'était dans l'éducation, etc. vont dire, on peut changer, on peut détisser l'homme de fond en comble et les retisser d'après la raison. Bon, dans la deuxième partie, on va parler de la crise de l'humanisme et la crise de 1900. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que Kant, qui est quelqu'un qui parie sur les projets humanistes, hein, parie sur la raison, il va même aller jusqu'à... quelle année c'est exactement la lettre Bon, non, je n'ai pas noté. Bon, il va envoyer à l'empereur Frédéric II une lettre dans laquelle il parle, c'est une lettre publique, c'est publié, ça s'appelle Manifeste de la paix universelle, et il dit à Frédéric II, on dit, bon, écoutez, monsieur l'empereur, nous sommes, nous, les Allemands dans tous les cas, hein, c'est-à-dire, voilà, et déjà dans la possibilité de passer vers un despotisme de la raison. Le despotisme de la raison. Et il dit, l'humanité, écrit Kant, l'humanité est arrivée, dans tous les cas, la partie de l'humanité qui était plus avancée, n'est-ce pas, est arrivée à un état de majorité, vous voyez. Donc, cet effort humaniste, c'est parce que, vous voyez, souvent, par rapport à maintenant la fameuse chute du mur et tout ce connerie-là, on a tendance un tout petit peu à avoir une vision schématique dans laquelle on dit mais qu'est-ce que s'est passé dans l'Union soviétique? Parce que c'est passé dans l'Union soviétique, c'est ni plus ni moins qu'un essai grandeur nature de réaliser ce qui était le rêve de l'Occident depuis sa naissance, n'est-ce pas? Qui est l'idée d'arriver à ce que Kant appelle un despotisme de la raison. Le triomphe, donc, la victoire, donc, de l'acquis sur l'inné, la victoire de l'agir sur le mouvement, par connaissance d'une vérité extérieure. Bon. Alors, il y a deux choses, là, juste avant de venir au retour avec la question de la crise de la modernité. D'une part, vous connaissez peut-être, pour expliquer à quel point la foi kantienne allait dans cette idée d'une vérité universelle, vous connaissez cette fameuse lettre que votre compatriote Benjamin Constant a écrite à Kant. Non, vous ne connaissez pas ça? Oui. Benjamin Constant, qui était un député de la Révolution, de la Révolution française, écrit une lettre à Kant en disant bon, mon cher professeur Kant, vous dites qu'il y a une morale universelle qui doit s'appliquer dans tous les cas. Vous voyez, l'universel. Il faut bien comprendre, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres fois, mais il faut bien comprendre quand même que cet universel-là, elle est fondée non pas sur une penchant littéraire, pour dire comme ça, qui serait un penchant subjectif antérieur, mais sur l'effet, l'hypothèse Kepler-Galilée, de que le monde, l'univers étant écrit en langage mathématique, il était possible d'avoir une connaissance objective du monde, et cette connaissance objective du monde, elle était universelle. Elle n'était pas partielle, vous voyez, elle n'était pas relative aux différentes cultures, aux différentes situations. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'universel a besoin de deux choses, l'universel moderne. A besoin d'abord de mathématisation, donc que ça ne se discute pas, donc sortir d'une vérité intérieure vers une vérité extérieure,
objectif, non discutable, et qui pas seulement n'est pas discutable, mais qui plus est vrai pour tout le monde. Alors, les Indiens chez nous, les Noirs en Afrique, les Arabes là, les Chinois, ils sont soumis à la même vérité, mais malheureusement, ils ne la connaissent pas. C'est pourquoi l'homme blanc doit aller les civiliser. Hein, c'est la fonction civilisatrice de la colonisation. Alors, Benjamin Constant, il dit, Kant, effectivement, il déduit de cette universelle, de la connaissance universelle, déduit une morale universelle, non? Oui, ça vous... Non, mais ce que je voulais juste faire cette parenthèse en disant, attention, parce que la morale universelle kantienne, ce n'est pas une morale qui, d'une façon, disons, langagière ou de récit, elle puisserait sa légitimité en disant, nous, on est... c'est une belle morale. Non, ce n'est pas une belle morale. C'est une morale qui s'est fondée sur l'objectivité de l'ordre de l'univers qui est fondé mathématiquement et connaissable. Bon, très bien. Et alors donc Benjamin Constant, il dit, vous dites que... Tu veux Benjamin Constant? Non, après Benjamin Constant. Si, d'abord Benjamin Constant. C'est la fin des haricots. Et alors, et pour nous les hispanophones, on ne dit pas des haricots, on dit des haricots. Pour toi, Pedro. Alors donc, au fait, Benjamin Constant dit, bon, vous dites que dans toutes les situations, il y a un principe moral qui s'applique partout. Alors il dit, imaginez, dit Benjamin Constant, qui était un coquin, qu'un ami vient chez vous, sonne à votre porte, il dit, professeur Kant, il y a un assassin qui me cherche pour me tuer. Alors vous, bien sûr, vous ouvrez la porte, vous le faites entrer. Alors le mec, il est chez vous, et toc tac, on sonne à la porte, il dit, bonjour professeur Kant, je suis l'assassin, je cherche votre ami pour le tuer. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors Benjamin Constant, il avait dit, échec et mat, là, le professeur Kant, R. Kant, c'est fini. R. Kant, il ne bouge pas d'un poil, il lui dit, mais écoutez, je lui dis, il est là-dedans. Et d'accord, alors, et pourquoi il dit qu'il est là-dedans? Parce qu'il dit, il faut voir quels sont les péchés les plus grands, quel est le mal le plus grand. Or, le mal le plus grand, c'est mentir. Parce que quand je mens, je m'attaque au principe universel. En revanche, en disant la vérité, bon, déjà ça devient un peu plus compliqué, en disant la vérité, déjà, je suis tranquille avec mon moral, donc le mec, il balance l'autre, il dort tranquille, il dit... Mais en plus, et ça il dit quelque chose qui est très peu digne de Kant, qui était quand même une des têtes les plus lucides de l'Occident, il dit, mais peut-être l'autre, il a le temps de s'échapper. Vous voyez, parce que quand même, vous voyez, c'est-à-dire, à un moment donné, il dit, merde. Alors ça, c'est très drôle, parce que vous imaginez que nous, à l'époque de la résistance contre la dictature, qui nous torturait à la GG, nos sous-marins, nous cassaient de tous les côtés, malheureusement, je n'étais pas kantien. Parce que si je m'étais conscient, vous voyez, c'est-à-dire, on ne m'aurait pas torturé, parce que vous tombez en tôle, alors les flics, ils vous disent, où sont tes copains? Ils sont là. Et ils sont combien? Ils sont tant. Et ils sont, vous comprenez, parce que vous êtes conscient. Effectivement, c'est à quoi il va ouvrir la porte de Benjamin Constant, c'est quelque chose que lui, il n'a pas la réponse, mais qui est quelque chose qu'on nommerait ce qui fait un bruit énorme dans les systèmes de l'universel. Hein? Quelque chose qui fait un bruit énorme dans le système de l'universel, parce que à tous nous semble évident, j'espère quoi, non? À tous nous semble évident que quand un ami vient se cacher d'un criminel, il vaut mieux ne pas dire au criminel, pour ne pas offenser la vérité universelle, il vaut mieux pas dire au criminel, oui, oui, il est là, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est tous un tout petit peu là-dedans. Vous voyez, on est tous un tout petit peu là-dedans. À quel Dieu s'est voué, on dirait, n'est-ce pas? À l'ami ou à la vérité universelle. Bon. Alors, par rapport à ça, et je m'arrêterai là-dessus, le problème de la rationalité universelle, de l'homme rationnel, etc., ne se heurte pas simplement à la très coquine lettre de Benjamin Constant, se heurte à notre quotidien. Parce que l'homme de la rationalité, c'est le même crétin que sur l'autoroute ne supporte pas d'être doublé par quelqu'un, vous voyez, il ne peut pas supporter. C'est le même crétin qui va au stade
et qui crie et qui déteste les joueurs autres et qui s'en fout si l'arbitre a raison ou pas, il veut que son équipe gagne, c'est le même crétin qui... voilà, c'est le même crétin qui va acheter une bagnole parce que la bagnole, c'est pas quelque chose qui le conduit du point A au point B, mais c'est quelque chose qu'il identifie avec l'érotisme, les pouvoirs, etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas besoin des benjamins constants. Il suffit de nous regarder et regarder notre monde qui était arrivé d'après Kant à l'état de majorité pour voir qu'effectivement, ces désirs que j'ai évoqués de la première réunion ici, ces désirs de la modernité, de pouvoir vaincre la négativité, eh bien ces désirs-là est l'échec même de la modernité, et peut-être la figure plus immédiate de l'échec de la modernité, parce que la négativité que la modernité a voulu, d'une façon ou d'une autre, éliminer, ne serait-ce que par l'effet de que les caractères acquis pouvaient être héréditaires, vous voyez. Eh bien, cette modernité-là, pas seulement n'a pas pu vaincre les négatifs, mais un des problèmes centraux de cette postmodernité et la crise qu'on va présenter tout à l'heure, un des problèmes centraux, c'est que comme notre société, comme notre culture est la seule culture par rapport à animisme, totémisme, anarchisme, est la seule culture qui n'a pas su intégrer, dans l'image un peu caricaturale pour nous, des yin et yang, etc., n'est-ce pas, n'a pas su intégrer la négativité à la positivité, n'a pas su penser la mort comme en faisant partie fondamentale de la vie, voyez, bon, enfin, etc. Comme notre culture n'a pas pu fonctionner dans une intégration de la négativité, elle a fonctionné dans l'espoir de l'élimination de la négativité, à vrai dire, est une culture qui, en niant tout sacrifice irrationnel, est devenue une culture qui a tout sacrifié et qui se trouve elle-même au bord de son autosacrifice, en bonne partie parce que nous ne savons pas comme une culture, comme une société peut se auto-réguler, on ne sait pas. Et au contraire, on a fini par identifier toute liberté, non pas déjà avec l'abandon de toute lourdeur corporelle, mais avec l'abandon de tout principe organique de autorégulation. C'est-à-dire, on doit vaincre toutes les limites. Bon, alors, l'idée c'est qu'au retour, je vais présenter la crise de 1900, la crise de la modernité, celle d'un point de vue scientifique, historique, la crise de la modernité, et après on va s'arrêter un tout petit peu pour un peu échanger avec vous. La prochaine fois, Karine, Norbert et Nicolas et moi, on va préparer un travail sur époque et forme, c'est-à-dire qu'on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on a vu jusqu'ici, en essayant de voir comment, du point de vue artistique, ces différentes époques, ces différentes cosmogonies, paradigmes, existent à travers les formes, non pas se reflètent dans les formes, mais existent à travers les formes. Ça sera la prochaine fois. Donc, cette fois-ci, ce que j'essaierai de faire, c'est de présenter la crise, tout en sachant que peut revenir après là-dessus à d'autres moments. Alors, on dit 10 minutes de pause. Et voilà, à tout de suite.